Et pour l'addition, nous retrouvons notre partenaire du jour, Jean Messia. Bonjour Jean. Bonjour Liselotte. J'espère que vous allez Ça va bien. très C'est bien et Richard vous-même? de 16 qui va mener l'entretien. Et puis on accueille aujourd'hui un invité supplémentaire que vous avez demandé, Jean Messia, Tout à fait. Michel Santi, qui est économiste, expert des marchés financiers, auteur d'une autobiographie, Une jeunesse levantine. Je pense qu'il nous rejoindra dans un instant par Zoom. Richard de 16, je vous laisse la parole une fois de plus. Merci beaucoup, Liselotte, j'y suis sensible. Et bonjour à Jean. Jean, évidemment, l'actualité qui nous saisit tous, c'est la manière dont les frères musulmans sont devenus une menace. C'était quelque chose qui était complètement ignoré, c'était passé sous silence. Nous n'avions pas du tout l'impression qu'il y avait un problème islamique en France. Et heureusement, il y a un rapport gouvernemental qui vient de sortir. Vous aussi, vous êtes surpris ? Je suis très surpris parce que jusqu'à présent, si vous voulez, oser énoncer la moindre description du phénomène frériste en France comme le fait le rapport, nous valait la qualification d'islamophobe. Donc je constate que le gouvernement, et singulièrement Emmanuel Macron, qui semble découvrir la Lune, puisque il a fait des moulinets en disant l'heure est grave, il faut prendre des mesures d'urgence. Emmanuel Macron, si on adopte la même phraséologie, est en train de basculer dans une islamophobie systémique et d'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon le dénonce d'ailleurs. Pour 24 heures, parce que voilà, Emmanuel Macron, dans 48 heures, il vous dira que il ne faut pas stigmatiser, attiser la haine. Donc, pas d'amalgame. Voilà, pas d'amalgame. Moi, vous savez, ce sujet, j'y suis extrêmement sensible, parce qu'il ne vous a pas échappé que les frères musulmans, c'est un mouvement à la base égyptien, né en 1928, c'est Hassan el-Banna qui a créé ce mouvement. Et si vous voulez, il y a une internationalisation de la pensée frériste par un autre théoricien qui est Sayed Qutb, qui a été d'ailleurs condamné à mort par Nasser et pendu au Caire en 1962. C'est lui qui voulait en fait passer d'une révolution islamique dans un seul pays à une forme d'impérialisme ou de suprémacisme islamique pour exporter la révolution islamique dans les pays, soit qui ne sont pas sunnites, soit qui ne sont pas musulmans. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que la pensée de Sayed Qutb a été utilisée par l'imam Khomeini pour arriver à la révolution islamique de 79. Aujourd'hui, si vous voulez, ce phénomène touche donc la France depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que la pensée de Sayed Qutb lui a survécu et nous avons en France des réseaux, des filières fréristes. C'est très facile puisque, vous savez, le cadre européen et accessoirement le cadre français permet tout à fait à un suprémacisme alter-identitaire de prendre ses marques, de prendre position dans notre pays. On a quand même un système qui, pendant une quarantaine d'années, nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'identité nationale. On a appris à toute une génération de jeunes à répondre à la question « Qu'est-ce que la France ?» À répondre « La France, je ne sais pas ». Et donc, si vous voulez, dans cette espèce de désert identitaire que nous avons créé, eh bien, poussent les ronces alter-identitaires comme la pensée frériste, qui pousse d'autant plus rapidement qu'elle est organisée, qu'elle sait où elle veut aller, qu'elle a les moyens d'aller où elle veut aller, alors que la France est pieds et poings liés par une inhibition de sa propre identité, une négation de sa propre identité. Donc voilà, si vous voulez, le tableau. Nous en sommes aujourd'hui là. Nous avons un totalitarisme islamique incarné par les frères musulmans qui ambitionne tout simplement de conquérir, de soumettre et d'islamiser la France. Je précise qu'une telle pensée, en tout cas avoir, et je terminerai par là, si vous voulez prendre ses précautions contre cette pensée, n'est pas du tout islamophobe, puisque le président Al-Sisi en Égypte a mené une guerre victorieuse contre les frères musulmans, et on ne peut que saluer, si vous voulez, son action contre la pensée frériste. Et les Émirats arabes unis classent carrément l'organisation musulmane de France, puisque c'est comme ça que s'appellent les frères musulmans, l'organisation des frères musulmans en France. C'est d'ailleurs assez incroyable qu'on appelle musulmans de France l'organisation des frères musulmans sans qu'aucun musulman et aucune autorité musulmane ne s'en plaignent. Moi, je ne sais pas, je serais musulman et quelqu'un kidnapperait le mot musulman dans le cadre d'une organisation avec laquelle je ne serais pas d'accord, je le dénoncerais. Une organisation terroriste. Les Émirats arabes unis la considèrent comme terroriste à juste titre. Et donc, l'Égypte, les Émirats arabes unis, qui sont pourtant des pays musulmans,
interdisent et criminalisent les frères musulmans. Alors pourquoi nous, qui ne sommes pas à la base un pays musulman, quelles sont les pudeurs de gazelle que nous aurions à classer cette organisation terroriste et à lutter contre ? Merci beaucoup, Jean, d'avoir répondu à cette question. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel Santi, qui est avec nous, et qui, avec un peu de chance, va apparaître. Michel Santi, vous êtes l'auteur de Une jeunesse levantine, Beyrouth, La Mecque, Khomeini, Jérusalem. Je montre le livre à l'écran, en essayant de ne pas cacher le livre, le titre, voilà, aux éditions Favre. C'est un ouvrage tout à fait étonnant à votre image. En fait, vous nous racontez une jeunesse où vous êtes libanais, de confession chrétienne, de culture chrétienne. Vous partez pour la Mecque avec un prince saoudien. Vous vous retrouvez ensuite être ami, en tout cas rentrer dans l'entourage de l'imam Khomeini. Donc voilà. Donc vous êtes à la fois, vous traversez en fait le christianisme, le sunnisme, le chiisme, et vous êtes aussi parti pour Israël, où vous avez vécu quelques aventures aux côtés de Tzal. On a, avec les 10 années que vous avez passées au Moyen-Orient, une espèce de résumé de toute la complexité en fait de cet Orient compliqué, selon la formule convenue en France. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, oui, en fait, il s'agit de 7 ans de ma vie, avant l'âge de mes 20 ans. Mon périple, si vous voulez, est à l'image à l'image burinée de ce qui se passait déjà dans la région, puisque là, on parle du milieu, fin des années 70, qui se passe toujours malheureusement dans la région. Alors oui, mon père, diplomate français, ma mère, chrétienne libanaise. Grâce à eux, j'ai pu vivre dans une région, dans un pays, l'Arabie saoudite, où, sur une proposition d'un prince saoudien, ami de mon père, qui était docteur en islam, mon père à l'époque était spécialiste, un des experts au ministère des Affaires étrangères de pays arabes, et sur proposition d'un prince saoudien, je vais à la Mecque et je me retrouve en état d'ihram. L'état d'ihram, c'est en fait un état de purification, parce qu'on ne peut entrer dans ce lieu sacré le plus saint de l'islam qu'en état de purification. Et là, c'est vrai que l'adolescent de 12 ans que j'étais à l'époque se retrouve dans un autre monde et baigne dans une ferveur que je ne soupçonnais pas, que ne soupçonnait pas le petit catholique, le petit élève des jésuites que j'étais à l'époque. Et puis, voilà. Donc, comme vous l'avez dit, ma vie de l'époque m'a mené ensuite retour au Liban. J'ai décidé de quitter mon père. Oui, mais retour au Liban, où là, vous appartenez à une phalange chrétienne, donc là où vous baignez dans un autre genre de ferveur. Voilà. Et voilà. Donc, on est vraiment surpris par la manière dont voilà, les expériences, en fait, sont décisives, violentes, brusques et se succèdent. J'avais envie de vous poser une question. La France passe son temps à vanter la laïcité à la française. Quand on est oriental, qu'on a vu... qu'on a croisé l'imam Khomeini, qu'on a été en Arabie Saoudite et à la Mecque, qu'on a vu les phalanges chrétiennes, qu'on a vu Tzal. Est-ce que véritablement la laïcité est un concept oriental ? Écoutez, Khomeini, pour commencer par lui, s'est livré à des diatribes en bonne et due forme contre la laïcité et contre l'universalisme à la française. Comme vous le savez, il a passé quelques mois en France, à Neauphle-le-Château. C'est là que je l'ai rencontré la première fois en octobre 78. Il venait d'arriver en France. Vous aviez 15 ans. Voilà, et c'est là que petit à petit, prenant confiance dans ma petite et jeune présence, il s'est confié à moi par rapport à l'universalisme à la française et à la laïcité qu'il ne comprenait pas, qu'il trouvait à la limite contre nature. Maintenant, pour généraliser votre question, la laïcité est un concept tout à fait étranger au Proche et au Moyen-Orient. Donc, cela va de soi, y compris pour les chrétiens du Liban et pour les Coptes d'Égypte. Il faut bien se rendre compte que dans ces régions-là, quelles que soient les religions, les individus baignent dans la religion. Donc tout se passe avec et en proximité avec Dieu. Du reste, tous les
tous les habitants de ces pays-là, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, ils disent plusieurs fois par jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, que Dieu te préserve, etc. Donc la notion divine, la notion du sacré est omniprésente, contrairement contrairement, il faut bien le déplorer, à l'Europe, où le sacré a disparu, d'où le fait, mon interprétation à moi, d'où le fait que nous soyons confrontés à de gros problèmes spirituels et d'identité. Bonjour Michel, je voulais vous poser une question par rapport à l'actualité brûlante. Comme vous le savez, il y a ce fameux rapport sur les frères musulmans qui vient de sortir. Je suppose que vous l'avez vu, que vous l'avez lu. Par rapport à votre expérience, à votre trajectoire personnelle, à votre fine connaissance des rouages de l'islamisme et de l'intégrisme islamique, quel regard portez-vous finalement sur cette offensive des frères musulmans sur la France et qu'est-ce que vous recommanderiez pour pouvoir peut-être essayer de la juguler ou de la stopper? Écoutez, Jean, cette offensive n'est pas nouvelle. Je veux dire, bien sûr, on en parle à la faveur de la publication de ce rapport qui fait grand bruit à juste titre. Cependant, l'avancée, la progression en France et dans d'autres pays d'Europe du frérisme, ce qu'on appelle le frérisme, n'est pas un phénomène nouveau. Et mon interprétation à moi, c'est que pour qu'aujourd'hui on en parle, c'est qu'on a atteint un stade assez limite de cette avancée. Je me rappelle très bien, je veux dire, ma grand-mère, nous sommes, du côté de mon père, nous sommes des Français d'Égypte. Comme vous le savez, Jean, ma grand-mère, qui est donc paternelle, qui habitait au Caire et qui est décédée à la fin des années 70, nous disait, par rapport aux frères musulmans, qu'ils étaient un petit peu comme les scientologues. Les scientologues, c'est-à-dire qu'ils avancent masqués. On ne sait pas exactement dans notre société qui est scientologue. Et pour pouvoir intégrer la scientologie, donc ce qui est une secte en France, c'est les élites qui sont visées par les organisations scientologiques. Donc, les frères musulmans, c'est un petit peu ça, dans le sens où premièrement, c'est un genre de confrérie assez élitiste, assez secrète, et donc, par définition, c'est compliqué de pouvoir identifier les têtes pensantes qui, je pense, qui, à mon avis, ne sont pas en France. Les frères musulmans prétendent que en fait, ce sont des franchisés. Il y a des frères musulmans de France, des frères musulmans de Belgique, etc. Mais à mon avis, ils disent que ce sont des franchisés pour pouvoir un petit peu que si jamais là, c'est le côté français qui est visé, qui est ciblé, qui est fragilisé par les autorités, pour qu'elles puissent se désolidariser des autres. Mais à mon avis, c'est une institution centralisée, toujours en Égypte, bien sûr dans d'autres pays, je pense au Qatar, pour les vulnérabiliser, pour les atteindre. Je suis un économiste, donc selon moi, c'est sur l'argent qu'il faut pouvoir les fragiliser, tout simplement. Les flux de monnaie, les flux d'argent, de liquidité sont centraux pour pouvoir ainsi, premièrement, identifier, mais également pour pouvoir tout simplement sévir contre ces associations-là, ou même ces individus. Et donc, je pense que c'est par ce biais-là que l'État français, et que les magistrats aussi, puisque les magistrats devraient être saisis de cela, que l'on peut, en identifiant les flux d'argent, quel que soit leur niveau. J'ai entendu dire qu'il y avait des mesures pour essayer d'identifier dès 10 000 euros. Mais non, je pense qu'il faut aller beaucoup plus bas. Et c'est ainsi que l'on peut, par le nerf de la guerre, essayer de les cibler, de les identifier, de les affaiblir. Vous savez que les frères musulmans sont déclarés organisations terroristes en Égypte. Vous savez que le président Al-Sisi mène depuis maintenant plusieurs années une guerre sans merci et avec succès, il faut bien le dire, contre la confrérie. Les Émirats arabes unis également, hein, ils ont interdit l'organisation sur leur sol. Ils l'ont déclaré d'ailleurs terroriste. Ils déclarent aussi l'association musulmane de France, qui est le faux-nez des frères musulmans en France. Elle est déclarée organisation terroriste aux Émirats.
Est-ce que, par-delà les mesures financières que vous venez d'indiquer, est-ce qu'il ne faut pas un électrochoc un peu plus institutionnel qui consisterait à interdire purement et simplement les frères musulmans, à les inscrire sur la liste des organisations terroristes, parce que vous savez que ce n'est pas le cas en France, et je crois que ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays européens, donc ce qui fait qu'ils ont une existence légale. Et à partir du moment où ils ont une existence légale, freiner ou en tout cas entraver leur santé financière paraît compliqué quand même. Oui, mais pour pouvoir classer une organisation terroriste, il faut pouvoir en identifier les membres. Et c'est difficile d'identifier les membres, enfin, les membres et les têtes pensantes des frères musulmans, parce qu'une fois de plus, ils entretiennent un secret qui les arrange beaucoup. Je veux dire, pour pouvoir intégrer cette confrérie, au niveau de ses membres exécutifs, d'après ce que je crois savoir, c'est un genre de long parcours. Vous parliez Oui, un des parcours pays, initiatique, effectivement. voilà, vous parlez des pays musulmans comme les Émirats arabes unis ou comme l'Arabie saoudite qui les ont interdits et qui ont même été plus loin, puisque les organisations, les institutions très respectées, comme une institution très respectée comme Al-Azhar au Caire a accusé les frères musulmans de salir l'islam, d'instrumentaliser l'islam à des fins politiques. Je veux dire, c'est très simple. L'Arabie saoudite, quelqu'un qui habite à la Mecque, c'est par définition un vrai musulman. Quelqu'un qui habite à la Mecque est contre les frères musulmans. Alors, nous devrions nous-mêmes, évidemment, trouver des solutions pour pouvoir essayer d'agir contre ce mal endémique. Que pensez-vous, Michel, excusez-moi de vous interrompre, mais que pensez-vous de l'idée qui consiste à dire que, in fine, les frères musulmans, ils ne font que, finalement, avoir une lecture intégrale de l'islam, c'est-à-dire qu'ils appliquent le Coran dans sa totalité, là où, je dirais, avec l'émergence des sociétés civiles et des sociétés politiques au Moyen-Orient, effectivement, on a un peu sécularisé l'aspect politique de la religion en reléguant la religion dans ces mosquées. Les frères musulmans veulent, eux, en fait, sortir de l'européanisation et de l'occidentalisation des pays arabes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une nation. Oui. La seule nation qui existe dans le Coran, c'est la Oumma. Donc, au fond, est-ce que les frères musulmans n'ont pas la lecture complète et intégrale de l'islam que auxquels les autres musulmans auraient renoncé d'une certaine façon? Les frères musulmans font la promotion leur slogan le plus important, le plus emblématique, c'est l'islam est la solution. Voilà, l'islam est la solution. Voilà, maintenant, c'est très révélateur. Pour en revenir à votre question plus fondamentale par rapport à l'islam, l'islam est foncièrement politique. Dans l'islam, on dit en arabe, est din wa dawla. Din wa dawla, c'est-à-dire que l'islam est à la fois religion et à la fois État. Donc c'est évident que les frères musulmans entendent par leur programme, qui est totalement en accord avec le Coran et avec les hadiths, c'est-à-dire la tradition musulmane, entendent revenir à l'islam des origines. Cela va de soi. Et ça, c'est en opposition frontale avec ce que souhaitent certains pays arabes, comme l'Arabie saoudite et comme les Émirats arabes unis, d'où l'interdiction. Même la Jordanie, aujourd'hui, pense à interdire les frères islamiques, les frères musulmans, alors que la Jordanie, historiquement, a entretenu une certaine proximité avec les frères musulmans. Donc oui, il n'y a rien d'étonnant maintenant pour ceux qui connaissent la base du Coran, pour ceux qui connaissent la tradition du prophète, il y a toute une mouvance dont font partie les frères musulmans qui veulent revenir à l'islam authentique. Ils l'appellent l'islam authentique. C'est aussi simple que cela, et nous devons en prendre conscience. Je voudrais brièvement redire que Michel Santi, qui nous honore de ses commentaires éclairés, a écrit Une jeunesse levantine aux éditions Favre,
où vous racontez donc toute cette jeunesse partagée entre différentes composantes de l'Orient compliqué. Il nous reste très peu de temps. Quel serait vraiment le message que vous tirerez aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu plus âgé, voilà, vous étiez adolescent il y a presque un demi-siècle. Quel est le message que vous tireriez de cette expérience étonnante que vous avez vécue pendant 7 ans? Ben, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir la raconter parce que c'est quand même un parcours initiatique qui m'a mené depuis la Mecque, où je le répète, j'étais très très touché par la solidarité, par la fraternité que j'ai ressentie étant très jeune. Parcours donc qui m'a. Le livre se termine à Jérusalem en 82, alors que je suis là-bas donc avec un soldat de Tsahal où je discute avec les Arabes de Jérusalem ainsi qu'avec les Juifs de Jérusalem. Nous sommes en 82, donc il y a très très longtemps. Le discours n'a pas beaucoup changé. Je dirais que l'enseignement, si je devais en tirer un seul, l'enseignement, c'est comme je dis dans mon livre, c'est que quelle que soit quelle que soit la région que j'ai visitée, quel que soit le lieu sacré où j'ai eu la chance de pouvoir connaître, le message que je voudrais dire, c'est que c'est un message un petit peu œcuménique. Nous sommes tous pareils. Je le dis dans mon livre. René Girard, qui est un de mes penseurs préférés, disait que nous avons d'autant plus de facilité à nous battre que nous sommes semblables. Il faut en prendre conscience. Et le fait de prendre conscience de nos similitudes, je veux dire, tous ces gens-là, dans ces pays-là, comme je le disais, invoquent Dieu à longueur de journée. Peut-être qu'ils devraient tous se mettre sur le coin d'une table, essayer de voir, de rapprocher leurs différences, afin qu'enfin on puisse être en paix. Mais merci 1000 fois Michel Santi, merci beaucoup Jean Messia. L'addition prend fin et je rends l'antenne à Liselotte Dutreuil.